On revient d'Hawaï avec une fracture de stress de la crête tibiale postéromédiale. Le championnat canadien est dans 5 semaines. On a décidé de ne pas arrêter de courir. Et on a couru pendant 5 semaines sur une fracture de stress, ce qui n'était pas une bonne idée. On a des pathologies plus de charge. Et tout à l'heure, on va parler du tendon d'Achille et de la périostite tibiale. Ce sont des pathologies de charge. Mais la bandelette est une pathologie qu'on appelle de répétition. C'est la répétition et surtout la répétition continue avec une gestuelle identique qui provoque les symptômes. Comment se fait-il que bon nombre de périostites sont sur le tiers distal du tibia sur lequel il n'y a pas d'attache du soléaire, du long fléchisseur des orteils, du tibial postérieur, qui sont un peu le tendon commun classique qui vient mettre une charge mécanique? Comment ça se fait que c'est sur cette zone-là? Par exemple, la bandelette qu'on parlait tout à l'heure, s'il y a persistance des symptômes après 4 semaines, on est dans une mauvaise posture. Là, je suis très agressif. Même avec des athlètes de haut niveau, même après 1 semaine, je recommande des anti-inflammatoires. Après 3 semaines, je la réfère au doc pour une infiltration de cortisone. Pour faire le diagnostic de fracture de stress, on a un test d'exclusion. Vous sautez sur la jambe en unipodal. Si vous n'avez pas de douleur, vous pouvez exclure la fracture de stress. C'est que la probabilité d'une fracture de stress est très faible. Ce qui fait qu'une pathologie évolue bien ou pas, c'est pas tant la pathologie que le coureur lui-même. Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Sache que là, tu t'apprêtes à écouter la 3e et dernière partie du podcast tourné avec Blaise Dubois, dans lesquelles on a abordé plusieurs choses, à savoir le syndrome de la bandelette iliotibiale, la périostite tibiale ou syndrome de stress tibial médial d'effort. Et enfin, dans cette 3e partie que tu t'apprêtes à écouter, on va aborder la tendinopathie d'Achille, mais également la tendinopathie de façon plus générale, comment la comprendre aujourd'hui en 2026, bref, plein de choses qui devraient t'intéresser pour ta pratique clinique. Allez, bon épisode. Mais je pense que là, déjà, c'est un super topo sur la périostite tibiale. Donc déjà, je te remercie. Je te propose qu'on passe, parce que je pense que pour chaque pathologie, on pourrait en parler 1 heure et rebondir sur des cas. Donc, pour ça que j'essaye d'orienter et de me dire, comme ça, on essaye de faire notre to-do list. Mais Ouais. si ça te dit, on pourrait parler de tendinopathie d'Achille, parce que je pense que c'est aussi la 3e pathologie qu'on rencontre beaucoup chez les coureurs. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y aurait d'autres pathologies, mais on n'est pas parti pour faire non plus un podcast de 4 heures. Donc, voilà, au niveau de la tendinopathie d'Achille, soit en termes de physiopathologie, mais aussi, est-ce que l'approche, dans un 2e temps, est-ce qu'elle est différente, selon toi, par rapport à une périostite tibiale, par rapport à une bandelette, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui se recoupent? Voilà. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu nous déblayer ce terrain-là? Alors, je sais que c'est une de tes expertises, hein, donc tu me reprends, tu me corriges, tu me challenges si jamais je dis quelque chose que tu n'es pas d'accord, hein, je T'inquiète. suis preneur. 2 choses l'une, quand on parle de tendinopathie achilléenne, ce sont les fléchisseurs plantaires qui sont affectés et donc il y a beaucoup de similitudes avec la périostite tibiale. Ouais, OK? ouais. Sur cette partie, tu sais, je vous parlais de 2 physiopathos. Donc, les exercices vont souvent être des exercices très similaires, puis il y a plusieurs conseils qui vont aller dans ce sens-là aussi. Euh, Première chose sur le diagnostic, il faut faire la différence entre la tendinopathie achilléenne corporéale, Mhm. classique, dans le ventre tendineux, qui est 2 à 5 cm au-dessus de son attache, qui va souvent être noduleuse, qui va faire des fibroses, de la néovascularisation, qui est un peu le classique de la tendinopathie décrite, où là, on connaît quand même assez bien la physiopatho. Des sommités comme Jill Cook, O'Neill et compagnie ont quand même assez élaboré sur ces choses-là. Je veux différencier cette pathologie-là d'une autre pathologie tendineuse achilléenne qui est insertionnelle, où là, on est dans une tendinopathie compressive, on est dans le syndrome de Haglund associé parfois,
On a un environnement qui est la chaussure qui vient complexifier un peu l'ensemble de tout ça parce qu'on n'est pas juste dans des forces tensiles, on est dans des forces compressives de l'environnement. Donc, tout ça, en fin de compte, fait en sorte que c'est vraiment pour moi deux pathologies. Fait Ouais, que on peut se relancer sur une ou sur l'autre si tu veux, mais ouais. il y a quand même des petites choses qui sont différentes De d'une à l'une par l'autre. l'autre. Ouais, Ouais. bah, ouais. Alors, tu sais, si je prends classiquement le tendon corporeal, le Ouais. classique, euh, on se rapproche du pied, hein. Donc, même là, la chaussure pour avoir une influence, le heel notch qu'on appelle, qui est le rebord supérieur de la chaussure en arrière, peut venir mettre des frictions, peut créer des abutements quand on est en flexion plantaire. Donc, il faut adresser cet environnement sur toutes les pathologies du pied. La chaussure et l'environnement du pied doivent être considérés. Mhm. Ensuite, dans la physiopatho, on pense beaucoup que c'est en lien avec les forces tensiles. On a créé des microbris. Classiquement, si on veut être sûr de développer un nodule tendineux, ben, idéalement, on prend de l'ibuprofène ou des anti-inflammatoires pour empêcher les processus de guérison naturelle prévus par la nature depuis des millions d'années pour être sûr qu'on développe un beau nodule bien gras, bien épais, parce que finalement, le corps ne se répare pas par lui-même Mhm. adéquatement. Donc, ça, c'est une Ouais. première chose. Et puis, ben, ce qu'on constate en fin de compte, c'est que souvent, le centre du tendon, le trou du beignet, en fin de compte, du beigne, est la zone souvent plus fibrosée, néovascularisée, désorganisée au niveau du collagène, qui est un peu centrale postérieure de la majorité des tendons, comme le tendon d'Achille. Ouais. Ça fait partie de la physiopatho. Et là, ce qu'on a cru pendant longtemps, c'est que c'était la tendinite était inflammatoire. Elle l'est peut-être initialement. Après ça, on a dit non, ce n'est plus inflammatoire, c'est probablement la dégénérescence parce qu'on constate qu'il n'y a pas de prostaglandine 2 et de cellules inflammatoires dans le tendon, il y en a juste dans le paratendon en périphérie. Mhm. Donc là, on a dit ben, la douleur vient probablement de la dégénérescence. Mais là, on s'est dit, ah, attention, on ne fait pas de corrélation entre le degré de dégénérescence et le degré de douleur. Donc, on s'est dit, ah, c'est peut-être pas ça, c'est Mhm. peut-être d'autres mécanismes qui sont la néo-innervation mélangée à la néovascularisation. Moi, j'ai envie de te poser la question, tu en penses quoi, Bah, Augustin? bah, justement, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a un article incroyable qui est sorti il y a, je pense, 2, 3 mois dessus. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui met vraiment en avant le fait que les processus tendinopathiques sont de plus en plus vus comme étant des processus même métaboliques aussi. Donc on Ouais, sort un peu de ce. Effectivement, en fait, c'est une combinaison en fait entre ce stress mécanique, il y a l'aspect vasculaire et il y a l'aspect aussi métabolique. Et on se rend compte de plus en plus qu'une tendinopathie peut être causée, enfin peut survenir même sans surcharge mécanique très claire en fait. Et c'est ça qui est ouais, intéressant parce que pendant longtemps on s'est dit ah mais tendinopathie égale d'office surcharge mécanique. Mais en fait quand il y a Yvonne 55 ans qui vient chez nous, j'ai rien contre les Yvonne de 55 ans, mais qui vient et qui nous dit j'ai mal à mon tendon d'Achille et qu'on lui dit ok mais qu'est-ce que vous avez fait ces dernières semaines? Ben rien, je fais pas de sport, voilà, mais qu'elle a quand même mal à son tendon et qu'on a écarté évidemment les diagnostics différentiels, etc., et qu'a priori c'est quand même son tendon d'Achille qui est le problème, et ben force est de constater que ben, il y a cette composante aussi d'inflammation systémique de bas grade qui semble jouer un rôle dans le développement et dans la physiopathologie de ce tendon. Après, ouais. de ce que j'ai pu lire sur le sujet, au final, on sait sans savoir. En fait, on émet des hypothèses, mais ça reste quand même quelque chose d'assez flou. Parce que voilà, là, c'est tellement flou qu'au final, on est obligé de mettre trois entités plus ou moins en relation. Et je pense que l'avenir, ce sera d'essayer peut-être de faire des sous-groupes de patients avec des patients qui seront plus avec un stress mécanique, chez qui un type de traitement conviendra plus, un type de patient où il faudra peut-être plus gérer les comorbidités, etc., qui Ouais. permettra de résoudre ça. Et puis après, un autre type de patient avec tout ce qui est vascularisation, etc. Il y a des choses qui commencent un peu à sortir, mais ça, c'est toujours le problème est toujours le même. Souvent, c'est fait aussi sur des rats, etc. Ouais. Donc, l'extrapolation pour nous, humains, avec nos patients humains au cabinet, ça reste toujours assez léger. Mais voilà, c'est un peu Mais ce que j'entends. c'est super parce que ça différencie vraiment l'approche qu'on va avoir avec ton Yvonne de 55 ans qui a un syndrome métabolique et qui n'est pas très en santé, qui a du surpoids, qui fait un peu de cholestérol, Ouais. versus le coureur qui vient me voir parce qu'il a fait sa longue sortie en fin de semaine et il a mal au tendon.
effectivement, mon approche elle est différente. C'est quand même du love, hein. On traite toutes les tendinopathies avec beaucoup d'amour. Mmh. Mais dans le love de Yvonne, le L, ça va être je vais te donner un exercice pour charger ton tendon, pour créer des adaptations, puis essayer de le rendre plus robuste, mais ça va être minimal, très progressif et avec beaucoup de douceur. Je vais insister sur le haut si elle a jamais une composante psychosociale associée. Le V va être mon gros traitement de cette condition-là parce que je vais y expliquer finalement que non seulement ça va la rendre plus en santé, non seulement l'activité cardiovasculaire a un effet anti-inflammatoire justement sur les inflammations de bas grade, donc ça va être primordial de commencer ça. Et puis, ben, je vais lui donner un exercice spécifique, valider dans quelle mesure il faut que j'étire ou pas, ce qui est relativement rare, hein, parce que j'ai plein de tendinopathies que j'étire jamais. Ouais, Mais clairement, je vais lui donner un exercice de renforcement pour essayer d'aller le rendre plus robuste. ouais. Mon coureur, lui, c'est 80% du travail, c'est la quantification du stress mécanique, c'est sa planification d'entraînement. Le haut, ben, ça dépend combien dépressif il va être de ne pas pouvoir courir, mais j'ai beaucoup de coureurs quand même qui sont très positifs et qui n'ont pas de facteurs psychosociaux associés. Et le V, ben, c'est pour compenser pour ce qu'il fait, mais il n'en a pas tant besoin parce que de toute façon, il le fait déjà. Mmh. Donc, ce n'est pas mon insistance. Ça va être le L qui est la quantification du stress, le load que je vais vraiment bien expliquer à ce coureur-là. Ouais. Donc, deux patients différents avec la même condition vont être orientés différemment. Et Mmh. là, dans la condition, ben, il y a aussi est-ce que je suis dans une condition aiguë ou dans une condition qui persiste? Et là, c'est toute la différence aussi dans la thérapeutique. Ouais. Dans une condition aiguë, moi, quelqu'un qui vient me voir, ça fait une semaine qu'il a mal au tendon d'Achille, je veux zéro douleur. T'arrêtes tout, tu portes des béquilles si tu veux, ça ne me gêne pas. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est que tu n'aies pas de douleur. Ouais. Parce que le pas de douleur fait en sorte qu'on désirrite le tissu et quand on reload graduellement, on ne garde pas de séquelles et tout va bien par la suite. Ouais. Le classique, c'est le patient qui a mal, il a exagéré, il continue d'exagérer sur la douleur, il se prend des anti-inflammatoires en vente libre ou en prescription pour étouffer un petit peu ses symptômes, qui empêchent la guérison optimale et la prolifération cellulaire. Donc, il y a un tissu qui va devenir dégénératif de façon plus importante, qui va mal se guérir, et là, on l'expose plus tard à avoir une douleur persistante. Ouais. Et là, après 2 mois, il dit ah ben là, j'en peux plus, là, j'arrive plus à courir, ça fait vraiment trop mal. Il arrête et il vient nous consulter comme kiné. Et là, j'ai un patient que ça fait 2 mois qu'il a mal, qui a exagéré. Ben, on va être obligé de modérer, de reprendre à zéro, de quantifier le stress adéquatement. Et là, l'approche va être un petit peu différente. Mmh. Bah, tu vois, tu parlais des étirements et c'est vrai que, en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire aussi sur le sujet, dans les tendinopathies, on se rend compte qu'il y a vraiment cet effet, de charge compressive, interne, en fait, donc cette pression intratendineuse que les auteurs appellent souvent et les auteurs de façon récente tendent à ne pas recommander, en fait, ces étirements intempestifs, même Ouais, si ça peut parfois soulager, comme au même titre que le foam roller, peut, ou que l'étirement de la bandelette peut soulager alors que ça va contraire au mécanisme sous-jacent. Mais dans la plupart des cas, en fait, aller étirer de façon intempestive ici, le triceps sural, et cetera, et ben, ça augmenterait cette pression intratendineuse, ou ça, en tout cas, ça l'entretient. Et en fait, cette pression intratendineuse qui est auto-entretenue par l'étirement, et cetera, et ben, ça contribue à, on va dire, pérenniser cette cascade de délétères physiopathologiques, si je peux dire ça comme ça. C'est des termes un peu tirés par ouais. les cheveux, mais en gros, étirer ne fait qu'augmenter une pression qui est déjà trop importante dans un tendon douloureux généralement. Et c'est pour ça, généralement, que quand on se lève le matin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, que le tendon est un petit peu plus gros, techniquement, parce qu'il a plus d'eau dedans. Ouais. Et donc, il est un peu plus raide. Et quand, en marchant, etc., eh ben, ça vient un petit peu dégorger cette eau comme une éponge qu'on viendrait se vider de son eau. Et ça explique pourquoi les premiers pas sont souvent douloureux dans une tendinopathie d'Achille, mais qui après, Ouais. normalement, sont soulagés. Après, moi, je m'interroge aujourd'hui si moi, je pense que l'assouplissement n'est pas nécessaire chez la majorité des patients. Mais je ne suis pas convaincu non plus que c'est vraiment délétère pour le tendon de s'étirer si on a une raideur. Ouais, Et quand je dis raideur, le mot est mal utilisé parce qu'on sait que les tendinopathies ont tendance à réduire en raideur, c'est en capacité de réaction, de tension. ouais, Mais si par exemple je fais un test de mobilité à Luxmur et que je constate en fin de compte que du côté pathologique, il me manque quelques centimètres, je vais encore avoir tendance à ouais, donner des exercices d'assouplissement pour normaliser cette mobilité qui va, je crois,
pour bon nombre de ces patients-là, aider à normaliser les symptômes, donc à réduire le syndrome douloureux. Ouais. Donc, je continue de le faire, mais avec une évaluation qui me montre une asymétrie. Et quand tu fais ça en comparant à la jambe contralatérale saine, dans la mesure où il y a une tendinopathie que d'un côté, ben, tu constates que c'est un patient sur 10, deux patients sur 10 qui ont développé un petit peu de perte de mobilité locale, mais c'est relativement rare. Plus fréquent chez les tendinopathies insertionnelles, Ouais. mais dans les tendinopathies corporéales, la très grande majorité, ils n'ont pas de problème de mobilité. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, et puis on en revient un petit peu à, un peu comme on ferait avec la course à pied quand on fait reprendre quelqu'un, ça dépend de la réponse du patient. Si le patient, exactement. il s'étire et moi le lendemain, il vient me dire: «Oh mais en fait moi je me suis étiré parce que j'ai vu ça sur YouTube et en fait ça me fait du bien». Personnellement, je vais pas lui dire: «Non, arrête tout». Donc mais Exact. c'est vrai que c'est sur une tendinopathie vraiment réactive qui est très douloureuse et cetera. Généralement, je vais peut-être pas le tenter en première intention et comme tu l'as dit, aussi, parfois sur une grosse tendinopathie réactive qui fait très mal, en fait, il y a pas grand-chose à faire les premiers jours, en fait et il faut Ouais, pas, s'acharner, enfin moi, j'ai eu un patient comme ça, je pense que je l'avais raconté dans l'autre podcast qu'on avait fait ensemble, mais dans le doute, je le raconte vite fait comme ça, qui avait fait les 20 kilomètres de Bruxelles et cetera et ça faisait il s'était pas vraiment préparé pour, il s'était dit: «Bon, on va y aller au talent». Effectivement, il a eu du talent parce qu'il a terminé son 20 kilomètres, mais il est arrivé chez moi, il boitait, il savait quasi plus poser le pied tellement il avait mal. Son tendon était, un petit peu épaissi et cetera. Bah, je l'ai vu en séance, j'ai essayé quelques modalités, mais vraiment, impossible de moduler sa douleur. J'ai dit: «Écoute, bah, maintenant repos relatif, tu continues ta vie quotidienne, mais tu vas pas, tu vas pas recourir dessus ni rien. hum, Vraiment, tu manages ta douleur comme il faut». Bah, en fait, une semaine après, c'était fini et basta, en fait. Après, on fait du travail, périphérique et cetera, mais ça voilà. Avant, j'aurais peut-être été, un peu borné en me disant: «Non, mais il faut absolument stimuler le tendon, directement». Et ben, hum. parfois, ça n'aide pas plus que ça. Donc, En fait, tu soulèves un bon point. On me pose souvent la question à partir de quand tu donnes des exercices pour la tendinopathie. ouais, Et si j'ai une nouvelle tendinopathie de nouveau, là, elle vient d'apparaître et je suis le patient quotidiennement. Tous les jours, je le vois parce que c'est ma femme, admettons, qui vient de se faire une tendinopathie. ouais, Euh, En fait, la première chose, c'est qu'il faut qu'on soit conscient, les kinés et les physios, qu'il y a à peine 10% des gens qui nous consultent pour des conditions musculo-squelettiques. 90% des gens, ils ne viennent pas nous voir. On ne les voit pas. Et la majorité de ces personnes-là évoluent favorablement avec simplement du repos à la maison. ouais, Donc, il faut qu'on ait l'humilité, en fin de compte, de reconnaître que, en fait, la nature a quand même relativement bien fait les choses pour la majorité des gens et que oui, on peut aider les patients, en fin de compte, qui viennent nous voir, mais d'abord et avant tout en leur disant ce qu'il ne faut pas faire, plutôt que leur dire absolument de faire des choses qu'on ne sait pas si ça marche. ouais, Et donc, la condition aiguë qui arrive, ma blonde qui se fait mal au tendon, puis que je vois tous les jours, ben, les premiers jours, c'est très simple. T'essaies de ne pas avoir mal. Et encore une fois, si jamais c'est symptomatique à marcher, marche pas, marche avec des béquilles. Et après, quand tu vas être capable de marcher tranquillement, ben là, on est bon pour reprendre la vie quotidienne. Et après ça, de reprendre graduellement les activités sportives. mmh. Et là, on me dit, on me pose souvent la question, OK, mais quand est-ce que tu peux commencer à courir? Quand est-ce que tu commences les exercices? Et les kinés, on a tendance, les physios, à commencer les exercices qu'on connaît bien avant qu'ils reprennent leur sport. On veut solidifier le tendon pour qu'ils puissent aller jouer au volley, pour qu'ils puissent aller faire leurs activités. Ouais, Mais la course à pied, c'est un exercice en soi. Pour une tendinopathie achilléenne, le patient, il ne veut pas faire des exercices, il veut courir. Et c'est un exercice en soi qui stimule et qui stresse le tendon. Et si au bon moment, on le réintègre sans symptômes dans une phase, ben moi, après une semaine, 2 semaines, moi, j'ai aucun problème à reprendre la course à pied, même ouais, si on s'était bien irrité le tendon initialement, parce que la marche est non douloureuse. Et je ne donnerai pas d'exercice. Et ouais, si jamais c'est la première épisode, il est possible que je ne donne jamais d'exercice. ouais. Je coach le patient vers une bonne quantification du stress mécanique et un retour à son activité sportive. Bien évidemment, au début, il a fait du vélo parce que c'est peu stressant, puis il l'a vascularisé, il s'est produit des endocannabinoïdes dans son cerveau. Et là, quand il arrive à être capable de marcher sans douleur, on reprend la course à pied. Et quand il refait la course à pied, ben à partir de ce moment-là, on progresse. Et s'il n'a aucune douleur, tout va bien, et qu'il court 30 minutes, je ne vois même pas d'intérêt de donner un exercice de renforcement. Ouais. Parce que c'est sa première épisode, parce qu'il n'a pas de tendon noduleux, parce que
Après, si jamais c'est une récidive, il a déjà eu mal là, ça a traîné plus longtemps qu'on voulait, la progression de la course a été très lente, à partir de ce moment-là, je pourrais donner un supplément pour essayer d'aller rendre le tendon plus robuste, plus résistant et faire en sorte qu'il ne récidive pas par la suite. Ouais. Mais tu soulèves quelque chose d'intéressant avec cet aspect de reprendre la course plus tôt que ce qu'on penserait. Parce qu'effectivement, la tendance actuellement, elle est plus à effectivement oser remettre de la pliométrie extensive, donc de basse intensité, plus tôt dans le processus qu'avant. Avant, j'ai l'impression, enfin avant, j'ai pas de notion de temps, mais en tout cas, moi, quand je suis sorti de kiné, de l'école de kiné, pour moi, les sauts, même les petits sauts, comme au final, la course à pied, c'est des petits sauts, c'est juste fort répété, Ouais, mais voilà. Eh bien, je me disais, non, il faut d'abord recouvrir la force, il faut recouvrir ceci, cela. Et en fait, force est de constater que, eh bien, cette pliométrie extensive de basse intensité, ça peut être la course à pied, ça peut être un peu de corde à sauter, ça peut être des petits sauts répétés quelques fois, eh ben, a toute sa place au début du continuum d'une tendinopathie si l'irritabilité est pas ouais, démesurée. Et ça peut même être un super stimulus pour le tendon, en fait, parce que des petits sauts répétés donnent une autre information au tendon que de l'exercice lourd et lent, par exemple. Et je pense que c'est hyper complémentaire et que les deux doivent faire partie d'une rééducation au final d'une tendinopathie. mmh, Et donc, en plus, si ça rejoint les attentes du patient, c'est-à-dire recourir ou re-avoir ces petits impacts et avoir l'impression quand même de refaire au moins un minima son sport, bah, je pense que même pour l'alliance thérapeutique, etc., l'adhérence au traitement, c'est win-win. ouais, Donc, je suis totalement d'accord. donc ouais, c'est important que tu soulèves cette question-là. Ok, ben, ce que je te propose, enfin, à part si tu voulais encore ajouter quelque chose sur la tendinopathie. Non, mais pour faire un amassis de plein de petites, perles de pratique, Oui, ben, les vas-y. insertionnels, on va être vraiment prudent avec la coupole calcanéenne et la compression externe. On va être prudent dans nos exercices d'aller dans des phases compressives internes, donc d'aller, la partie profonde du tendon sur le calcanéum, donc de faire des exercices sur une marche d'escalier, d'aller en négatif, d'aller plus bas que l'horizontale, ben, ça met des forces compressives. Ouais. Je suis plus prudent là-dessus, je le garde pour plus tard. La Commencer la course à pied, je le commence très tôt, mais faire de la pliométrie plus dynamique et plus intensive, je la garde pour la fin parce que c'est quand même le plus grand des stresseurs pour le tendon. Ouais. Souvent, le tendon a plus de difficultés justement à intégrer de la vitesse, de la corde à sauter sur deux jambes, on est à l'équivalent de la course à pied. Mais Ouais. si tu fais la corde à sauter sur une jambe, là, la charge mécanique vient Carrément. d'être multipliée par un bon chiffre. Ouais. Donc, on va être plus prudent avec ça. L'autre chose aussi, c'est que je fais peu de thérapie manuelle sur ces conditions-là. Donc, Jill Cook disait ne pas poker le tendon, ne pas le... Mhm. Alors, des fois, on peut le désensibiliser un petit peu. Des fois, on peut coller un taping dessus pour essayer de désensibiliser. J'ai pas beaucoup de succès avec ça de façon claire. Donc, c'est des choses que j'utilise moins. Mhm. Les modifications de la chaussure aussi pour les tendinopathies insertionnelles, augmenter le drop. Des athlètes de très haut niveau que j'ai conseillé sur ces syndromes de Haglund faisaient en sorte que des fois, on montait à 20 mm, donc 2 cm de drop pour la course, et à 3 à 4 pour la vie de tous les jours dans les phases initiales. Ok. Donc, c'est quelque chose sur lequel je suis assez agressif dans les tendinopathies insertionnelles. Ouais. Quoi dire d'autre? Ne pas être. L'autre petite chose qui est intéressante que les patients posent souvent comme question, c'est que là, ils voient qu'ils ont une belle grosse bosse sur leur partie corporeale du tendon. Et bon, je leur explique que c'est simplement une zone fibrosée, néovascularisée et désorganisée au niveau collagéneuse. Et là, on pose la question, OK, mais ça veut dire que mon tendon est plus fragile et je suis plus à risque d'avoir une rupture. Et je précise autour de ça que 98% des ruptures de tendons sont sur des tendons dégénératifs. Ouais. Donc, c'est souvent le tendon dégénératif qui va rupturer, mais c'est 98% des tendons dégénératifs qui ne rupturent pas. Donc, Ouais. je précise aux patients qu'il ne faut pas qu'il ait peur de la rupture. Ouais. Et ceux qui rupturent, c'est les asymptomatiques. Donc, quand ils viennent me consulter, ils sont symptomatiques habituellement, donc c'est un mécanisme de protection et le risque de rupture est encore beaucoup moindre. Ouais. Donc, je rassure le patient en disant non, il n'y a pas de problème, même si c'est un gros nodule, même si c'est une grosse dégénérescence sur ton échographie, même Mhm. si ton médecin t'a montré cette zone dégénérative-là, ben, ce n'est pas un facteur de risque et il faut quand même qu'on charge ton tendon pour normaliser cette fibrose
Et quand je dis normaliser, c'est que certains auteurs pensent qu'on ne la normalise pas. Je pense à Jill Cook. Ouais, Certains autres qu'on la normalise de façon partielle ou totale, comme Seth O'Neill. ouais, Donc, on est dans une vision, on a besoin d'un peu plus de science, mais une chose est certaine, c'est que les exercices vont désensibiliser le tendon et même sans normalisation bien du sûr. nodule, et c'est vrai aussi pour le shockwave, l'onde de choc radial, ben, on a des améliorations de la condition qui sont observées. Donc, le plus important, c'est quantifier le stress, faire des exercices de force tensile qui mettent de part et d'autre une charge mécanique pour réorienter, réaligner les fibres de collagène, mais aussi surtout désensibiliser le tissu et augmenter sa capacité à la force tensile en augmentant la capacité des tissus sains en périphérie de la zone fibrosée néovascularisée. Donc, voilà, c'est Ouais, un petit topo rapide pour ouais, finaliser. incroyable. Ben, pour, déjà, merci encore pour ce troisième topo. Euh, Ici, j'aimerais bien finir cet épisode de podcast parce que je vois l'heure qui tourne et comme ça, on sera pile poil dans les timings pour toi et moi. Euh, Quelle serait, toi, la pathologie du coureur que pas que tu redoutes, mais si tu devais en dire une, que tu redoutes le plus, dans le sens où qui est pour toi la plus touchy, si on a une, à traiter en clinique? Et pourquoi? Alors, avant de te nommer la pathologie, j'ai envie de te nommer le coureur. Ok, Parce ouais. que ce qui fait qu'une pathologie évolue bien ou pas, c'est pas tant la pathologie que le coureur lui-même. Mhm. Et quand je dis le coureur, c'est que ceux qui ont une sensibilisation facile de leur système nerveux, ils ont des systèmes nerveux un peu plus centrales, des facteurs psychosociaux, des drapeaux jaunes. Ouais. Ces clients-là sont plus complexes à traiter, ont une tendance à se chroniciser davantage et effectivement, c'est un petit peu plus compliqué avec ces patients-là. Quand je dis un peu plus compliqué, c'est que moi, mon horaire se remplit de cas complexes qui ont des facteurs souvent psychosociaux associés qu'on adresse et qu'on prend connaissance. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus le profil du patient que la pathologie elle-même. Ok. Après, il y a des pathologies qui ont des pronostics meilleurs ou moins bons. Alors, je te donne un exemple. Le syndrome de la bandelette iliotibiale a relativement un bon pronostic. Ça évolue bien. Ouais. Mais quand tout d'un coup, le patient a un syndrome de bandelette qui dégénère, ça devient une cochonnerie. Et là, Ok. c'est compliqué parce que le patient n'arrive pas à courir, on n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Donc, il y a un petit pourcentage des clients avec une bandelette qui vont moyen et qui complexifient mon approche avec ces patients-là. Ok. D'autres pathologies ont des pronostics moins bons et je donne l'exemple de la tendinopathie achilléenne corporeale versus insertionnelle. L'insertionnelle, quand en plus elle est combinée à un syndrome de Haglund, ben, en fin de compte, c'est des pronostics un peu plus sombres, c'est-à-dire que ça prend plus de temps. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'en guérit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas quoi faire avec, mais ça prend plus de temps. Et si on ne quantifie pas le stress mécanique de façon millimétrique et parfaitement adéquate, ben, on a tendance à tourner en rond entre j'ai des symptômes, je vais relativement bien, j'augmente mon volume, tout d'un coup j'exagère, je recommence à avoir des symptômes. Et ben, c'est un petit peu plus complexe à traiter qu'une tendinopathie achilléenne corporeale qui habituellement a un très bon pronostic, a Mhm. peu de facteurs de sensibilisation et vont donc évoluer favorablement chez la majorité des patients. Ok. Ouais, je pense que c'est une bonne réponse et j'apprécie que je trouve ça très juste la première chose que tu cites, c'est au final le profil du patient. Parce que je pense que on peut avoir deux tendinopathies chez deux patients différents. Ce qui va la rendre complexe, c'est la façon dont le patient la gère une fois qu'il est chez lui, la façon enfin la façon dont il nous écoute, la façon dont il suit Ouais, les conseils qu'on lui donne, son hygiène de vie. Enfin bref, on en revient sur ces. Là, c'est la tendinopathie, mais je pense que c'est cette histoire de syndrome métabolique, etc. Pour moi, ça influence n'importe quelle pathologie, cette inflammation de ouais, bas grade. Ça a probablement même encore une plus grande partie à jouer que ce qu'on pense actuellement, je pense. On verra ouais. dans 10 ans, hein. Mais je pense que c'est vraiment une clé, d'où l'importance voilà, de screener, je pense, nos patients, les cerner le plus vite possible aussi, et d'avoir aussi une approche multidisciplinaire, je pense, avec d'autres professionnels de santé, parce que je pense que parfois, et même souvent, c'est toujours bien d'être bien entouré professionnellement aussi. Donc voilà. Mais tout ça pour dire, avant tout, je voulais te remercier pour aujourd'hui parce que tu nous as accordé là 1h40 de speech sur les trois pathologies qu'on rencontre super souvent au cabinet. C'est hyper intéressant. Comme d'habitude, moi, c'est un plaisir de t'écouter et d'échanger. Donc voilà, je tenais déjà à te remercier pour ça. C'est trop cool.
Ça fait plaisir, c'est super. En fait, ce qu'on a fait comme exercice là, c'est un exercice qui est très intéressant parce que on est en train de construire des petits e-learning cours sur des pathologies en particulier et justement où on va plus loin que même la littérature scientifique, où on est capable de mélanger nos outils, l'expérience clinique et la manière de gérer. Et ça va être finalement un expert de la pathologie qui va intervenir sur différentes pathologies. OK, Je suis en train de construire celle de génial. la fasciapathie plantaire, donc ça va être assez intéressant. OK. Et d'avoir revu la littérature sur ce sujet-là, j'ai quand même été surpris de mon, je ne vais pas dire de mon incompétence, mais de mon manque de connaissances par rapport à la littérature, parce que j'ai identifié à peu près 40 revues systématiques spécifiquement sur la fasciapathie plantaire, sur une tonne de modalités de toutes sortes. Donc, ça va Mmh. être extrêmement riche, ces petites capsules Trop de bien. e-learning cours. Fait que on vous tient au courant de l'évolution de tout ça. C'est trop bien. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se refasse un podcast, un troisième, Ben oui, sur la fasciopathie. Alors, ben oui, heureusement que j'avais prévu de parler que de 3 pathologies. Au début, je me suis dit: «Bon, on verra», mais en fait, c'est vrai qu'il y a tellement à dire sur chaque pathologie ben parce qu'en ouais. fait, ça voilà, une question en amène une autre, une réflexion en amène une autre. Mais voilà, en tout cas, trop bien. Mais on va suivre ça de près. T'hésites pas si quand ces capsules seront sorties, tu peux toujours m'envoyer le lien, je le mettrai en description de cet épisode. Comme ça, celles et ceux qui nous Ouais. écoutent, ils peuvent retomber facilement dessus. Mais en tout cas, voilà, encore 1000 merci Blaise d'avoir été avec nous pour aujourd'hui et je te dis certainement à la prochaine. Merci, Augustin. Ciao. Salut, ciao, ciao. Alors avant de te quitter, simplement un petit message pour te remercier, toi qui es en train d'écouter ou de visionner ce podcast. Je ne sais pas si tu nous regardes plutôt sur YouTube ou si tu nous écoutes plutôt sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Bref, il y a plein de façons de nous consulter. Mais donc voilà, merci beaucoup simplement, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à nous visionner chaque mois sur Entendons. C'est vraiment un énorme cadeau pour nous de voir qu'il y a un tel engouement derrière le podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à même nous faire vos suggestions en message privé. Bref, c'est vraiment une énorme récompense pour nous. En plus de ça, eh bien, vous êtes beaucoup à nous mettre des notes 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et ça aussi, c'est hyper précieux. Ça peut sembler bateau parce que je me doute que dans tous les podcasts, vous entendez la même chose. Mais en tant que créateur de contenu et en tant qu'hôte de ce podcast, à titre personnel, je peux vous le dire, c'est vraiment une énorme récompense pour nous, mais de voir au moins que vous mettez eh bien, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça peut sembler rien, mais je vous assure que ça permet non seulement de nous référencer davantage, mais également ça nous donne eh bien, un feedback direct de ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc voilà. Encore une fois, 1000 merci. N'hésitez jamais à venir nous faire une suggestion, que ce soit pour un invité ou une invitée que vous aimeriez voir, une thématique ou bien d'autres choses. On est vraiment ouvert à tout. Si jamais vous voulez en discuter, eh bien, n'hésitez jamais aussi à nous envoyer un mail, soit sur mon adresse mail augustin@fullphysio.com ou bien, eh bien sur nos canaux, que ce soit sur Instagram, etc., en message privé. On essaiera toujours de répondre dans les plus brefs délais. Allez, encore 1000 merci pour ton soutien, encore 1000 merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très très vite dans vos oreilles. Ciao, ciao.